Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat s'est lancé pour défi de promouvoir l'éducation inclusive. Et à cet effet, un document intitulé « Modèle d'éducation inclusive » a été élaboré et validé en 2018. Et dans ce document, il était demandé à chaque partie prenante du système éducatif d'accompagner l'État pour sa mise en œuvre. La coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous s'est pris sur elle d'aider l'État à travers un outil intitulé « Outils de suivi de la dimension éducation inclusive ». Et ceci, c'est au profit des formateurs des ENI. Vous savez que le personnel d'encadrement, les inspecteurs ont des outils, mais pour suivre la dimension éducation inclusive dans les écoles associées et dans d'autres écoles où sont déployés les normaliens sortis des écoles normales, eh bien, cet outil faisait défaut et la coalition a voulu accompagner. Quels sont les enjeux de ce document, de cet outil très important? Eh bien, c'est de tout cela que nous allons parler au cours donc, de cette émission avec mes invités. Débat thématique, c'est dans un instant. Je suis donc sur ce plateau avec trois invités, de ma droite vers ma gauche, M. Tanang Paka, il est le directeur de l'ENI Montien et président de la conférence des directeurs des ENI du Togo. M. Paka, bonsoir. Bonsoir, M. Marcel. Et comment se portent les ENI? Les ENI se portent bien. Sauf qu'on attend impatiemment leur réouverture. Voilà, on espère que ça ne va pas tarder. Oui. À ma gauche immédiate, l'organisation qui a accompagné les formateurs de NI a élaboré cet outil. Elle est représentée ici par une dame. Elle s'appelle Oumadou Denise. Madame Denise, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel. Et la coalition, qu'est-ce que c'est? Dis-nous rapidement. Oui, je dirais de manière très brève que la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, en abrégé CNTEPT, est un réseau qui regroupe 33 organisations de la société civile qui sont toutes actives en éducation. Et vous verrez les fédérations de syndicats, les organisations de femmes, de jeunes, de défenseurs de droits des personnes handicapées. Et la coalition a en son sein aussi le réseau des médias que nous appelons RJCE. Et bref, toutes les organisations qui se sont engagées sur les questions éducatives sont représentées par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Merci madame. À l'extrême droite, à l'extrême gauche, j'allais dire, nous avons M. Badakou Maurice. Il est formateur en éducation inclusive dans les ENI. Monsieur Badakou, bonsoir. Bonsoir Marcel. Alors, la première question que je vais poser à vous tous, alors puisqu'il est question de promouvoir l'éducation inclusive pour permettre aux enfants handicapés d'avoir accès à leur droit à l'éducation, quels sont les problèmes que rencontrent ces enfants quand ils sont dans un environnement scolaire qui n'est pas préparé pour les accueillir? On fait un tour de table. On commence par vous. Effectivement, lorsque l'environnement n'est pas préparé,
l'enfant a des soucis. Et le souci majeur, c'est le souci lié à l'information et à la communication, l'accessibilité. Concrètement, ça veut dire? C'est-à-dire, en classe à l'école, l'enfant doit utiliser le matériel. Le matériel n'est pas adapté. Concrètement parlant, je parle du manuel scolaire. Nous prenons l'exemple de l'enfant non-voyant. Il ne voit rien. Voilà, il arrive à l'école, le document n'est pas mis en braille. Il fait comment? Il ne peut pas lire. L'enfant est sourd, l'enfant, il n'entend pas. Il vient à l'école, tout est oralisé. L'enseignant n'est pas formé pour parler ou bien il n'est pas initié en langue des signes, ni même pour mimer le cours à l'enfant. L'enfant va faire quoi? Il est exclu en même temps du système. Alors, Madame Denise? Une des difficultés liées à l'enfant handicapé à l'école est l'accessibilité physique. Imaginez un élève qui se déplace en fauteuil roulant et qui doit venir à l'école en fauteuil roulant. Cet élève arrive à l'école effectivement et voilà que sa classe se situe à une certaine hauteur par rapport au sol. Comment va faire cet enfant s'il n'y a pas de rampe? Alors que dans nos écoles au Togo, la plupart n'ont pas de rampe. Alors cet enfant sera obligé de ramper pour pouvoir accéder à sa classe. Et vous-même vous imaginez un enfant qui se douche et qui vient à l'école et qui doit ramper pour pouvoir accéder à sa classe. Imaginez son état ce petit matin-là. Tout à fait. Monsieur le directeur des ENI. Oui, je pouvais ajouter également que cet élève aussi fait face à deux rejets. Le premier rejet, c'est celui de ses collègues élèves. Et le deuxième, c'est le rejet aussi de l'enseignant. Pourquoi? Parce que l'enseignant n'étant pas formé, il trouve que cet élève dans sa classe constitue un frein à l'évolution de ses cours. Donc, il fait face, parce que ses collègues, même élèves, ne l'acceptent pas pour l'aider. Parce qu'ils ont peut-être des préjugés sur son handicap, sa déficience. Et aussi, surtout l'enseignant, le premier qui doit essayer de régler ces petits conflits entre les élèves, lui aussi le rejette. Ça fait qu'il se trouve vraiment dans un dilemme. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, au vu des réponses qui sont données par mes invités, vous comprenez que les enfants handicapés n'accèdent pas facilement à leur droit à l'éducation. Et il fallait, comme je l'ai dit dans l'introduction, un document dans lequel toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants handicapés figurent et des réponses doivent être données. Une des réponses, c'est l'outil de suivi de la dimension éducation inclusive qui est au centre donc, des échanges entre mes invités et moi cet après-midi. Alors, monsieur le directeur des ENI, vous avez reçu l'appui de la coalition pour arriver à ce document dont nous allons parler. On va rentrer là-dedans tout à l'heure. Est-ce que cela répondait effectivement à un des besoins des formateurs des ENI? Oui, ça répond vraiment à un des besoins des formateurs des ENI. Parce que ce qu'on avait l'habitude de faire et ce qu'on fait, nous réservons 3 à 5 jours pour faire une sensibilisation des élèves instituteurs. Et cette sensibilisation avait pour thème principaux l'éducation des enfants handicapés, le concept d'handicap et l'éducation inclusive. Et la position de ces conférences, c'était pratiquement à la fin des activités de formation. Et il n'y avait même pas, cela ne permettait pas aux élèves, aux professeurs de faire le suivi. Parce que lorsque nos élèves instituteurs reviennent des stages, c'est la fin de l'année. Donc on n'a même pas le temps nécessaire pour voir est-ce que ce qu'on a dit au cours de cette sensibilisation est mis en pratique. Et aussi, nous n'avons pas cette grille. C'était une simple sensibilisation pour dire aux élèves instituteurs que voilà, ces cas-là peuvent se retrouver dans vos classes. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Voilà. Donc, ça fait que, comme on n'avait pas le temps de faire le suivi,
l'outil même de la grille n'était même pas élaboré. Donc l'élaboration de cette grille vraiment va permettre encore davantage, nous allons revenir, et orienter surtout les sensibilisations. Et la position, si, avec les réformes, si c'est acté, le sage, le grand sage est pratiquement placé en dernière position et il y a tout le temps pour permettre aux collègues professeurs d'aller faire le suivi à travers cet outil. Je vous remercie. Merci. Nous avons au sein de la coalition, Madame Denise l'avait dit, des organisations de personnes handicapées. Il y a une des organisations, c'est l'Association togolaise des droits scolaires des personnes handicapées, qui lutte aux côtés des acteurs étatiques pour que les droits des enfants handicapés soient une réalité. Nous allons écouter le directeur exécutif qui se trouve être même le président du conseil d'administration de la coalition pour voir quels sont les sujets de plaidoyer qu'il mène pour permettre aux enfants handicapés sur toute l'étendue du territoire d'accéder à leur droit à l'éducation. La TDSPH apporte son appui technique aux candidats handicapés et surtout handicapés visuels, auditifs et aussi les candidats handicapés psychomoteurs. Donc nous leur apportons un appui technique afin que ces candidats-là puissent passer leur examen dans de très bonnes conditions. Si je prends par exemple les candidats psychomoteurs, c'est des candidats qui ont leur connaissance dans la tête, mais ils ne peuvent pas écrire ou bien ils sont très lents en écriture. Nous plaidons auprès des décideurs et on les met dans des conditions exceptionnelles d'examen. Exemple, un seul candidat dans cet état-là, un seul candidat handicapé psychomoteur a besoin de trois surveillants pour être encadré et ils réussissent. Le premier surveillant est là pour superviser toutes les activités si les choses se passent dans de bonnes conditions. Le second est là pour lire l'épreuve au candidat et lui poser des questions. Et tout ce que l'enfant a comme connaissance et que lui-même il ne peut pas écrire sur la feuille d'examen, et bien le troisième surveillant est là pour porter tout ce que l'enfant va dire sur le papier d'examen. La TDSPH, avec le soutien financier de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, la FETAF, a eu à former les enseignants en langue de signes. Et cette activité a été menée dans 2 établissements à Lomé ici. Ces établissements-là accueillent les enfants ou les apprenants handicapés auditifs. On a mené beaucoup d'activités de plaidoyer, mais je vais vous citer celle la plus récente. Il s'agit d'une activité de plaidoyer qui demande au ministre chargé des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat de prendre un acte pour ordonner ou pour demander aux chefs d'établissement, en collaboration avec les COGEP, les APE, pour que désormais ils fassent de l'accessibilité leur priorité. Et donc chaque année, il faut qu'ils introduisent dans leur projet de dépenses une ligne réservée à la construction de rampes pour rendre accessible surtout les vieux bâtiments. Si vous allez actuellement au lycée de Topin, c'est l'une des écoles créées au temps colonial. Mais aucun bâtiment, aucun bloc administratif et pédagogique n'est accessible parce que vous ne verrez que des escaliers. Voilà notre plaidoyer qui veut que dans tout le Togo, parce que nous tendons vers l'éducation inclusive, et l'un des paramètres, l'un des critères d'appréciation de l'école inclusive, c'est l'accessibilité. Alors, pour arriver à l'outil de suivi de la dimension éducation inclusive, c'est tout un processus qui est parti de l'identification de ceux qui devaient participer à la formation, parce que probablement le budget ne permettait pas de prendre tous les formateurs donnés en compte. Alors, comment vous êtes prêts pour sélectionner ceux qui devaient venir donner, réfléchir sur cet outil qui finalement a été élaboré après plusieurs ateliers? Au départ, c'était 20 personnes, 20 formateurs. Et nous avons fait en sorte que chaque ENI soit représenté par son directeur d'études
et 1 ou 2 professeurs. Donc nous avons 6 zénis et ça faisait 18, plus 2 personnes ressources, le doyen Ekoué et moi, et ça faisait les 20 personnes pour le premier atelier. Lorsque c'est revenu à 10, nous avons fait aussi de manière que chaque ethnie soit représentée. Et dans cette répartition, nous avons tenu compte des genres. C'est vrai que dans les ethnies, nous n'avons pas beaucoup de femmes. Actuellement, il doit être 5. Mais nous avons fait de manière que chaque ethnie soit représentée par un professeur et une femme aussi. Merci. Alors, la représentante de la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous va nous dire les raisons fondamentales qui ont amené la coalition à décider d'appuyer le ministère à travers cet outil très très important dont nous allons parler largement d'ici peu. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Et l'une des raisons qui a amené la coalition à penser à l'appui aux formateurs d'ENI pour élaborer cette grille est que lorsque nous regardons par exemple les inspecteurs, pour pouvoir faire le suivi des enseignants et tout, ils utilisent une grille, ils ont une orientation pour pouvoir apprécier les pratiques de classe des enseignants. Lorsque nous savons que les ENI ont pour mission de former les enseignants, et nous avons estimé que la base de la culture et de l'éducation inclusive doit partir des ENI. Dès la formation des élèves maîtres, ils doivent être imprégnés de ce que c'est que l'éducation inclusive. Et pour cela, la coalition a pensé à mettre sur pied, en collaboration bien sûr avec les ENI, et une grille qui va permettre aux professeurs d'ENI de pouvoir suivre l'élève maître sur le terrain, de voir si vraiment sa manière de conduire la classe, de faire les pratiques de classe, permet de prendre en compte tous les élèves, que ce soit handicapés, filles, des élèves qui sont qualifiés de timides, etc., de faire en sorte que tous ces élèves-là participent activement au cours. Donc c'est l'une des raisons qui a amené la coalition à penser à appuyer les formateurs d'ENI. Vous avez trouvé les ressources où? Parce que pour le faire, il faut quand même des ressources financières. Oui, et c'est éducation à voix haute, ou en anglais Education Out Loud, mise en place par le partenariat mondial pour l'éducation. Le partenariat qui accompagne les États à travers les pays et autres. Exactement, oui. Et ce programme, c'est un programme mondial, je le précise, et il est mis en œuvre dans plusieurs pays du monde. En Afrique, nous avons au moins 38 coalitions qui bénéficient de ce programme. Éducation à voix haute. C'est ce fonds qui nous a permis de pouvoir trouver les ressources nécessaires pour faire cet appui. Et je profite aussi pour dire que ce processus a connu plusieurs étapes. Nous avons dans un premier temps tenu un atelier dénommé atelier d'élaboration de l'outil ou de la grille pendant 2 jours à Ngotien, qui avait regroupé 20 formateurs d'ENI et l'équipe de la coalition. Après ces 2 jours d'échange sur l'outil, c'était les 23 et 24 juin 2020. Le 14 juillet, nous nous sommes retrouvés au César à Lomé pour pouvoir valider la grille. Et cet exercice a été fait en présence des formateurs d'ENI, des personnes ressources en éducation inclusive, dont vous avez M. Maurice Barakou, qui est un formateur national en éducation inclusive. Nous profitons pour vous dire merci pour tout l'appui que vous avez apporté à ce processus. La parole lui sera donnée tout à l'heure pour qu'il nous donne. Merci beaucoup. Et les 14 et 15 janvier 2021, nous nous sommes encore regroupés à l'hôtel Le Raro de Ngotien pour valider les rapports qui sont le fruit des informations collectées par les formateurs d'ENI, par la grille validée, et nous nous sommes rendus compte que nous pouvons encore l'améliorer. Et les 18 et 19 novembre 2021, à l'hôtel Christa de Palimé, on s'est encore regroupé
entre acteurs et parties prenantes pour pouvoir regarder encore de près la grille et y apporter des améliorations. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que pour obtenir une grille de suivi de la dimension éducation inclusive, c'est tout un processus. Voilà, c'est tout un processus parce que c'est un travail professionnel et de professionnels. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a que les formateurs d'ENI et les spécialistes dans le domaine qui ont été invités à l'élaboration de cet outil très important dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, Monsieur Badakou, vous êtes le spécialiste de l'éducation inclusive et formateur d'ENI. Avant cet outil, comment vous vous preniez pour suivre, pour vous assurer que les élèves maîtres que vous sortez des ENI appliquent ce que vous leur avez dit, comme le rappelait tout à l'heure M. Paka, en matière d'éducation inclusive? Merci. Donc, avant le travail sur la grille dans les ENI, mon directeur vient bien de l'expliquer. Ce module de formation est placé pratiquement à la fin de la formation de nos élèves maîtres. Mais lorsque nous avons des séries de stages qu'ils font, d'abord le stage d'imprégnation, nous ne les suivons pas. Il y a les cours de démonstration. Déjà à partir de ces points, comme tous les professeurs d'ENI, au cours de leur formation, étaient sensibilisés à l'éducation inclusive, nous mettons déjà des bribes dans les cours de démonstration. Nous tirons leur attention. Ces cours se font là, c'est dans à l'ENI? Oui, à l'ENI et dans l'école d'application. Okay. Les écoles associées. Et les écoles associées. Donc nous mettons des bribes, nous tirons leur attention sur ça parce que l'éducation inclusive, en fait, ce n'est pas seulement pour les personnes handicapées, les personnes porteuses de déficiences. C'est pour tous les enfants parce que c'est fondé sur le principe de l'éducabilité de Philippe Mérieux qui dit que tout enfant doué de raison est éducable. On peut l'éduquer. Donc, ce n'est pas seulement pour les enfants handicapés visuels et les enfants handicapés et les adaptations que nous faisons et tout, c'est bénéfique pour tous les enfants. Donc, nous tirons déjà l'attention de nos élèves maîtres sur ça. Nous passons après au cours d'essai. Déjà, ils commencent par prendre la craie en ce moment. Lorsqu'ils font le cours, nous voyons des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, des enfants qui ont des troubles d'apprentissage dans la classe. C'est toujours dans les écoles associées. Nous cherchons à voir, est-ce qu'ils arrivent à les prendre en compte? Est-ce qu'ils ont un regard sur eux? Est-ce qu'ils tiennent compte de leurs besoins spécifiques et tout? Vient maintenant les stages en responsabilité où ils sont envoyés dans les écoles associées encore, suivis ou bien guidés par les directeurs et les enseignants titulaires. Nous venons maintenant en appui à ces derniers. Là-bas aussi, nous tirons leur attention sur ça et ça sert d'imprégnation pour eux avant de revenir sur ces modules à la fin de leur formation où nous concrétisons ça à travers, on dit pour éduquer Émile, il faut connaître Émile. Alors, nous les amenons à maîtriser le concept de handicap, à voir les stratégies, les approches pédagogiques qu'il faut pour pouvoir les prendre en compte. C'est la différenciation pédagogique. Et nous faisons des simulations de cours en ce moment dans les ENI. Voilà le dispositif que nous mettons en place pour pouvoir encadrer, tirer leurs attentions sur ça avant qu'ils n'aillent prendre la craie. Mais si vous faites déjà tout ce travail avec toutes les étapes, en quoi était-il nécessaire vraiment d'avoir un outil de suivi de la dimension? Voilà. Vous êtes le spécialiste du domaine. Oui. L'outil, c'est un recueil de données. En fait, qui n'existait pas là. Qui n'existait pas. En fait, notre grille, c'est une grille d'observation. Après avoir recueilli les informations, qui sont des informations pertinentes,
les tons et nous les évaluons. Ça, c'est ce qui nous a guidés. Par alternance. Chose que nous à disposition de directeurs d'études et certains de nos collègues qui vont dans les écoles. Sur l'étendue, ils produisent et après nous les évaluons. Il faut tenir compte en formant en nous fait. Donc, ce recueil n'est tout à fait. Oui. Par la de la dimension. Nous avons constaté que à présent, malgré toute la bonne volonté des uns et des autres, l'éducation des élèves handicapés dans nos établissements scolaires souffrait un peu. Et il y avait beaucoup d'hésitation. Et puis depuis 2016-2017, nous avions conduit un projet avec un autre partenaire pour encourager les parents d'élèves handicapés à les amener à l'école. Maintenant qu'on les amène à l'école, comment il faut faire pour suivre leur formation dans les établissements scolaires? Comment on peut savoir que les enseignants, dans les classes où il y a les élèves handicapés, comment les enseignants là prennent en compte la présence de ce groupe-là dans les structures scolaires. Donc c'est comme ça que nous avons dit, pour être sûr de suivre ce que les enseignants font dans les classes, il faut mettre sur pied des outils de suivi de leur enseignement dans les établissements scolaires. À présent, nous allons rentrer dans la grille. Alors, elle comporte plusieurs rubriques. Par exemple, l'organisation de la classe, la préparation de la leçon, la conduite de la leçon, attitude, comportement des élèves, attitude, comportement de l'enseignant. Et voilà, ça fait beaucoup de choses. En une seule émission, c'est vrai, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais les téléspectateurs ont besoin de savoir l'essentiel de chaque rubrique. On va, avant de revenir aux spécialistes, organisation de la classe. On voit ici, la classe est organisée selon la leçon, le mobilier adapté aux élèves, la position de l'élève handicapé tient compte de sa déficience, la salle de classe est éclairée, la salle de classe est dotée de rampes d'accès, le registre d'appel est propre, rempli, les cahiers de devoirs de roulement inclusif sont tenus et corrigés. Alors, monsieur le directeur des ENI, on revient à vous. L'organisation de la classe, quel est l'objectif visé par tout ce dispositif pédagogique qui est mis dans cette rubrique organisation de la classe? Oui. En réalité, l'une des tâches fondamentales pour un enseignant, pour son cours, c'est qu'il doit organiser sa classe. De façon générale, on organise la classe pour tous les élèves. Mais cette partie, si nous parcourons vraiment cette partie, nous voulons voir, est-ce que dans cette organisation de la classe, l'enseignant a tenu compte des élèves handicapés? Est-ce que sa classe est éclairée? Parfois, c'est vrai que dans les villages, on n'a pas d'électricité, mais des fois aussi, la position des fenêtres et la position aussi de l'élève, c'est très important. Il faut qu'au départ, l'enseignant qui a avisé qu'il a un élève handicapé dans sa classe, dans sa préparation de la classe, tienne compte aussi également de l'élève handicapé. C'est ça là qu'on a résumé dans cette rubrique organisation de la classe. Okay. Ça fait la première des choses, la première tâche fondamentale pour un enseignant qui veut vraiment enseigner. Merci. Alors, Denise, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici dans l'organisation de la classe. Comme tu as participé à tout le processus, alors quel est l'éclairage que tu veux bien nous donner sur un des points, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans?
Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Oui, tout ce que le directeur vient de dire, tout ce dont il vient de parler, tous ces aspects sont liés à ce que nous appelons accessibilité physique. Parce que, et M. Barakou va le préciser, nous n'avons pas élaboré la grille de manière classique où on va voir, par exemple, et les items relatifs aux enseignements, aux apprentissages et aux évaluations. Nous, on a fait la grille de telle sorte qu'on ait des informations liées à l'accessibilité physique, à l'accessibilité de l'information et à l'accessibilité de la communication. Alors, tout ce dont vient de parler le directeur des Zénith, c'est lié effectivement à l'accessibilité physique. Il vient de le dire. Lorsque, par exemple, on veut voir si la classe est éclairée, et quelquefois, il suffit de remplacer juste une tôle par une tôle translucide pour que l'élève qui ne voit pas bien soit aussi au même niveau que les autres. À défaut, c'est de repositionner cet enfant pour qu'il soit dans une position où il peut percevoir la lumière, bien regarder le tableau et bien voir, pour pouvoir bien recopier dans son cahier. Vous voyez. Donc, c'est ça. Alors, Monsieur Barakou, vous êtes, oui, c'est vrai, le spécialiste. Au niveau de cette rubrique, il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas du pouvoir de l'enseignant. Parce que s'il faut remplacer, par exemple, une trousse translucide, eh ben, ce n'est pas à l'enseignant de prendre son argent pour aller remplacer la tôle translucide. Alors, qu'est-ce qui relève de la responsabilité de l'enseignant pour s'assurer que l'enfant handicapé qui est dans sa classe, qu'il soit porteur d'une déficience auditive, d'une déficience visuelle, qu'il puisse accéder aux enseignements apprentissages dans cette rubrique organisation de la classe? Oui, effectivement. Dans la rubrique organisation de la classe, nous sommes de plein pied dans l'accessibilité physique. Et c'est vrai, tout ne relève pas de l'enseignant. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Mais quand même, il y a certains points, la majorité relève de ses prérogatives. Par exemple, le mobilier adapté, c'est vrai. Nous avons cherché à contextualiser la chose. Autant d'élèves dans une classe, autant de différences. Il y a des élèves géants, de taille courte, etc. Pour positionner l'enfant dans le banc, il est appelé, l'enseignant bien sûr, à placer les enfants de telle sorte que tout le monde ait une bonne vue du tableau, qui est le premier matériel didactique. Que tout le monde ait une bonne vue. Le cahier de roulement, la préparation de ce cahier de roulement. Je disais tout à l'heure que l'éducation inclusive, c'est pour tout le monde. Il y a des enfants porteurs de déficiences qui s'ignorent même dans la classe, qui ne voient pas bien, mais qui ne le savent pas. L'enseignant doit être attentif, en tenant compte du besoin spécifique de chaque enfant. Le cahier que je viens de remettre à l'enfant, est-ce que lui aussi il voit bien les lignes? Repasser quelques coups de stylo sur les lignes pour permettre à l'enfant de bien voir et écrire sur la ligne, ça relève de ses prérogatives. D'accord. On va passer à la deuxième rubrique, préparation de la leçon. Et je rappelle quelques éléments, il y a beaucoup de choses. L'enseignant tient compte des élèves handicapés ou non dans la préparation de la leçon. Ensuite, le matériel prévu est adapté aux élèves. Et le troisième élément, tous les élèves, filles, garçons, handicapés ou non, ont participé à la recherche, à la confection, à l'adaptation du matériel. Alors, dites-nous quelque chose avant que les autres invités ne rebondissent. Oui. La préparation de la leçon relève de l'accessibilité liée à l'information. Comment organiser l'information dans la classe? L'enseignant tient compte des élèves handicapés ou non dans la préparation de la leçon. Ça, c'est sa fiche pédagogique. Parce que toute la préparation, que ce soit la préparation lointaine, la préparation immédiate, tout ça là est consigné sur la fiche pédagogique. Et la mise en œuvre de la leçon,
l'évaluation de la leçon, le bilan de la leçon, tout ça est consigné sur la fiche. Donc c'est là-bas qu'il consigne les adaptations. Si par exemple, je veux faire la révision, ce que j'ai prévu, c'est une révision fonctionnelle. Est-ce que l'enfant sourd dans ma classe aussi, la révision, l'information est schématisée pour lui aussi, pour qu'il puisse comprendre? L'enfant qui ne voit pas, est-ce que le test est mis en braille? Ce n'est pas en classe maintenant, on va lui dire, bon, mon enfant, Kofi, voilà le test, et je vais te lire ça. Non, est-ce que c'est mis en braille? La coalition a exemplifié l'éducation inclusive. Et de même que Handicap International dans le Grand Nord, Plan Togo, nous avons exemplifié la chose, nous avons des éléments. La coalition a mis même à la disposition de l'ENI du matériel. Nous avons l'imprimante braille. On peut mettre le test en braille et l'enseignant prépare tout ça avant de venir en classe. Ce n'est pas un travail complémentaire. Okay, si vous voulez, on peut encore revenir sur ça. D'accord. On va faire le tour de table. Voilà, Denise, voilà, par rapport à la préparation de la leçon. Oui, et lorsque vous voyez par exemple le 2.3, tous les élèves filles, garçons, oui, vas-y. Garçons handicapés ou non ont participé à la recherche et confection, adaptation du matériel. Ici, il s'agit de s'assurer ou bien de vérifier si aussi bien les filles que les garçons ont apporté le matériel qui devait servir à faire le cours. Parce que lorsque je demande, en tant qu'enseignant, je demande aux élèves d'apporter le matériel, ce n'est pas seulement aux élèves ou bien aux enfants dits normaux entre griffes qui devaient être concernés par ce travail de recherche. Aussi bien les enfants handicapés que j'encadre aussi doivent apporter leur matériel. C'est comme ça qu'on les inclut, c'est comme ça qu'ils participent au cours. Ok. Alors, monsieur le directeur de l'ENI, et à la troisième rubrique, c'est la conduite de la leçon, où un élément important attire mon attention ici. Tous les élèves, filles, garçons, handicapés ou non, participent aux synthèses de la leçon. Nous sommes à la troisième rubrique de la grille d'évaluation, de suivi de la dimension éducation inclusive. Merci. Mais bien avant que nous arrivions, je voulais ajouter quelque chose, un exemple concret. Oui. Lorsque je vais par exemple faire ma révision sur la division, je pose à toute la classe 25 ou bien 20 divisé par 2. Pour l'élève malentendant qui porte une déficience auditive, j'écris sur mon ardoise 20 divisé par 2. C'est-à-dire que ce qu'on veut dire par là, lorsqu'on prévoit des exercices aux élèves entre parenthèses normaux, adapter ces mêmes exercices aux élèves porteurs d'une déficience ou bien aux élèves handicapés. C'est-à-dire que l'enseignant aussi doit avoir une ardoise. Bon, du moins un matériel, pas nécessairement à l'ardoise, il pouvait l'écrire au tableau également, pour l'élève qui n'attend pas. Pour que lui aussi, puisque les autres écoutent pour répondre, mais lui doit voir pour pouvoir répondre. Donc adapter l'exercice des élèves entre parenthèses normaux aux élèves portant une déficience. Attitude et comportement des élèves. Oui, dans la conduite, vous avez dit. Ah, dans la conduite, oui. C'est ça. Lorsque nous posons la synthèse, c'est à la suite des... À la fin du cours. À la fin du cours. Voilà. Un récapitulatif. Voilà. Lorsque nous posons des questions aux élèves, à toute la classe, il faut qu'on prévoie aussi des questions adaptées aux élèves handicapés. Voilà. Pour qu'ils passent. Par exemple, lorsque nous allons dire, alors pour multiplier un nombre par 0,25, je vais écrire au tableau, je pose la question aux autres. Nous voulons trouver la règle ensemble. Alors, je pose la question pour multiplier. Finalement, quelle est la règle pour multiplier un nombre par 0,25? Les autres ont écouté, mais l'autre qui n'entend pas, on écrit ça au tableau. Voilà. Pour que tous, lui il ira écrire pour multiplier un nombre par 0,25, on les divise par 2. Lui va écrire, les autres vont dire oralement, pendant ce temps, lui il écrit sur son ardoise. Tout à fait. Pour contribuer à la chose. Maintenant, au niveau de l'attitude de comportement des élèves, alors, il a écrit, il est dit dans l'outil, les élèves, filles, garçons handicapés interagissent, échangent, manipulent, s'entraident, jouent. Voilà.
l'aspect inclusif est bien ressorti ici, apparemment. Oui, c'est ça que nous voulons vérifier, parce qu'au départ, quand vous avez posé la question, interagissent, il faut que les autres acceptent la déficience de l'autre pour pouvoir le mettre dans le groupe pour les recherches. Parce que lorsqu'ils ne s'interagissent pas, l'autre se voit exclu. Et même s'il a des choses à donner, il est fermé sur lui-même. Donc, nous voulons vérifier pour voir est-ce que l'enseignant a permis à ce que, entre les élèves, il y ait cette interaction. Parce que c'est vrai, nous allons le dire, c'est très difficile pour les élèves handicapés dans nos écoles actuellement. Mais si l'enseignant est sensibilisé, est formé, il va créer cette convivialité entre les enseignants, entre les élèves, pour que, même quelle que soit la réponse que l'autre donne, qu'on puisse l'accepter et valoriser. Tout à fait. Parce que pour certaines déficiences, ce n'est pas la même réussite. Pour amener un élève qui arrive à écrire difficilement, si jusqu'à la fin de l'année, il arrive à formuler haut, c'est très important pour lui. En tout cas, je parle sous réserve de Madame qui va peut-être éclairer davantage. Merci. Alors, M. Barakou, il y a un élément ici, attitude, comportement de l'enseignant. Les règles de vie sont définies, affichées, rappelées et vécues en classe. Pourquoi c'est aussi important d'en arriver là pour s'assurer, pour pouvoir vérifier de l'inclusivité de ce qui se passe dans la classe? Voilà. Ce point relève de l'accessibilité maintenant liée à l'information et à la communication. Je dis l'attitude de l'enseignant. L'enseignant, c'est tout son corps qui parle maintenant. Et nous disons la règle de vie parce que c'est l'enfant handicapé qui est en classe. Donnons un exemple. Mon enfant bégaye. On lui dit de faire une phrase. Ses camarades ne sont pas sensibilisés. Ce n'est pas introduit dans la règle de vie. Ce n'est pas analysé. Et on donne la parole à mon enfant Kofi qui se lève et commence par bégayer pour seulement prononcer un mot. Vous voyez l'ambiance dans la classe. Même si les enfants... Ça peut faire l'objet de railleries, de moqueries, etc. Et l'enfant handicapé, je ne suis pas sûr que vous allez encore le voir en classe demain matin. Aucune attitude pour l'encourager de la part de ses pairs. De pairs. C'est à l'enseignant, il revient à l'enseignant de préciser ça dans une règle de vie qu'on élabore en impliquant les enfants eux-mêmes. Une manière pour l'enseignant de sensibiliser ses pairs, qu'il viendra parmi vous. Il est comme ceci, il est comme ceci. Lorsqu'il prend la parole, tout le monde lui donne le temps de s'exprimer. Voilà. C'est pourquoi la règle, ou bien les règles de vie ici, le fait de les définir, de les vivre en classe est très importante. Maintenant, au niveau de la relation interpersonnelle, Denise va répondre à cette question. On dit ici, l'enseignant aide les élèves filles, les élèves garçons, les élèves handicapés à développer la confiance en soi et l'estime de soi. Comment ça doit se passer? Comment ça doit se faire par l'enseignant? Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Oui, Monsieur Barakou vient de dire une partie. Lorsque nous interrogeons un élève, par exemple, et que l'enfant donne une réponse qui ne cadre pas avec la question posée, on n'a pas besoin de lui dire 0, non, c'est nul, non, on n'a pas besoin de ces réponses. Connaissant bien l'enfant, connaissant bien ses difficultés à l'avance, on peut juste dire ok, c'est bon, ou bien bon, ok, merci. Juste remercier l'enfant pour qu'il ne se sente pas nul, pour qu'il ne se sente pas vraiment pas comme les autres. Lorsque nous allons faire toutes ces gymnastiques-là, lorsque nous mettons en œuvre toutes ces astuces-là pour l'encourager, pour le motiver, ça va faire en sorte que cet enfant aura la confiance. Et cet enfant peut facilement lever le doigt pour répondre aux questions et lorsque l'enseignant fait ses cours. Mais lorsque nous n'avons pas les astuces pour le motiver, l'encourager,
nous ne créons pas la confiance en soi chez cet enfant. Alors, cette grille va permettre à tous les enseignants, pas seulement les élèves maîtres, de pouvoir cultiver cette confiance et cette estime en soi auprès des élèves que nous enseignons, que nous éduquons. On veut dire par là qu'il faut toujours valoriser les réponses des élèves. Mais valoriser ne veut pas dire qu'il faut toujours accepter tout. À la place de dire nul, on peut dire oui, mais qui peut dire mieux? En ce moment, lui-même, il sait que ce qu'il a dit n'est pas totalement vrai, mais on veut encore une autre proposition. Mais rejeter catégoriquement la réponse d'un élève de façon générale, et encore d'un élève handicapé, prochainement, je crois que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous ne le verrez plus en classe. Ou bien du moins, s'il est en classe, il vient juste de corps. Et souvent, cela s'applique aussi aux filles. Hein? Oui, de corps, voilà, c'est ça. Quand tu donnes une réponse négative à un élève, ça le rétracte. Donc, il y a certains mots aujourd'hui qui remplacent. Il faut positiver le discours. Il faut le discours. Voilà. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, et juste après, vous allez à votre conclusion parce que le contenu de cette grille nécessite qu'on rebondisse, on revienne à un deuxième numéro de cette émission. Et le temps ne nous permet pas de rentrer dans tous les détails. Ok. C'est que l'éducation inclusive ne vient pas réinventer la roue. C'est des approches pédagogiques pour vraiment atteindre tous les enfants. Tout comme on le dit, l'éducation pour tous. Ouais. Et il faut à chaque moment mettre l'enfant dans sa zone proximale de développement. Je vais parler du fait de le mettre toujours en situation de travail. Et ça, ne pas lui donner quelque chose de trop simple. Sinon, l'enfant s'amuse, il s'ennuie et ça peut l'exclure de l'école. Ou bien lui donner quelque chose de trop difficile et l'enfant démissionne, il vous regarde, il ne fait rien, il est passif en classe. Mais chaque fois, la grille, les professeurs d'ENI, puisque nous sommes en formation initiale, on peut l'utiliser aussi en formation continue, bien sûr. Nous sommes en formation initiale. Tirez l'attention des élèves maîtres sur la vigilance lorsque vous animez un processus d'enseignement, apprentissage, évaluation. Merci. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission. On va faire un tour de table. Le directeur de l'ENI, votre mot de fin. Oui, je voudrais d'abord dire merci à la coalition parce que cette grille qui est à la disposition maintenant des ENI va vraiment nous orienter dans notre sensibilisation. Nous allons maintenant mettre l'accent, j'avais parlé de quelques thèmes de façon générale, mais nous allons mettre plus l'accent sur les différentes rubriques qui sont sur la grille pour mettre l'enseignant et l'élève au centre de l'enseignement. C'est pour ça qu'au départ, on avait dit que presque tous les directeurs d'études, même tous les directeurs d'études étaient associés du début jusqu'à la fin de la grille. Nous allons mettre cette grille à leur disposition et pas le truchement des communications que nous connaissons aujourd'hui. Pour que c'est vrai que les professeurs ne sont pas encore chez nous. Et comme ils sont dans les expressions, ils peuvent l'exploiter et voir dans quel cas, si au moins en attendant que les élèves incités arrivent, on peut au moins trouver des rubriques qu'on peut ajouter ou bien retrancher. Denise? Oui, en tout cas, nous disons merci à Education Out Loud, éducation à voix haute, pour avoir donné l'opportunité à la coalition d'apporter cet appui aux formateurs d'ENI. Et le directeur Eni Notien vient de le dire, si la coalition le permet. Non, on ne va pas le permettre. Du moment où on a adopté ensemble la grille, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Alors, vous pouvez en faire usage dès son adoption le 19 novembre 2021 à Kpalimi. Alors, merci à tous les acteurs qui ont contribué à l'aboutissement de ce processus. Monsieur Badako? Oui. Au-delà de mes merci, j'aimerais affirmer que l'éducation inclusive est possible dans le contexte togolais. Et voilà un outil. Nous parlons d'une grille d'observation. Ce que nous allons proposer, c'est que
Nous devons trouver un moyen pour nous retrouver entre professeurs d'aînés pour l'appropriation de l'outil en question. Parce que remettre ça comme ceci à nos collègues pour aller utiliser, on risque de l'utiliser toujours dans la vision de ce que nous faisons de tous les jours. Il faut vraiment qu'on se retrouve pour l'appropriation de l'outil. Et là, je suis sûr et je crois que nous allons tirer de bonnes choses. Et en même temps, nous croyons. Au fait, la dernière fois, nous avons vu à la télé, on a donné du matériel dans les DRE et tout. Mais nous n'avons pas vu le matériel adapté. Ça va venir. Mais nous croyons que le gouvernement va penser à nous dans l'éducation inclusive pour nous donner du matériel adapté. Alors, le mot de plaidoyer donc, est lancé par M. Badakou qui souhaite vivement, au nom de tous les formateurs des ENI, que le matériel qui va arriver en dehors, après les directions régionales, le matériel qui va arriver du ministère à l'endroit des ENI comporte aussi du matériel adapté pour les enfants handicapés et qu'il en soit ainsi aussi dans toutes les écoles du Togo. Alors, ceci dit, nous disons merci à mes invités. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, aux téléspectateurs qui nous avaient suivis. Nous allons ouvrir la rubrique Actu Éducation et Agenda Éducation avec ma collègue Dodo. Dodo, bonsoir. Bonsoir Marcel. Bien, la parole est à toi pour la rubrique ou les deux rubriques Actu, Éducation et Agenda Éducation. Alors, bonsoir fidèles téléspectateurs. Dans la rubrique Actu Éducation ce mercredi, d'abord la qualité des diplômes d'enseignement supérieur délivrés dans nos États en Afrique. Le sujet a réuni il y a quelques jours à Lomé plusieurs acteurs du système d'enseignement supérieur de la sous-région ouest africaine. Sur la table de discussion, la convention d'Addis Abeba elle a été adoptée il y a 7 ans pour faire en sorte que le diplômé, quel que soit l'État dans lequel il se trouve, puisse trouver sa place sur le marché de l'emploi. Toujours dans l'enseignement supérieur, les cours à distance, le projet vient d'être lancé forcément payer l'Internet désormais une innovation majeure qui peut faciliter dénommée Université sans les murs. Eh bien, ces actions sont significatives bien pour les étudiants. Après la recherche d'emploi, comment s'y prendre à adopter. L'Université de Lomé forme quelques diplômés sur le sujet, l'objectif étant de les amener à aborder beaucoup plus facilement le marché de l'emploi. À présent, la lutte contre les châtiments corporels à l'école et en famille l'entend petit à petit vers son éradication. Des lettres circulaires ont été envoyées aux établissements. Les enseignants ont été également formés sur le sujet. Plan International Togo est très actif dans cette lutte. L'organisation a célébré pour la 4e fois la semaine sans bâton. L'événement a eu lieu au CEG lycée Sarakawa dans la Kosa et à Yaka dans la préfecture de Doufelgou. Dans Agenda Éducation, il est prévu du 12 au 14 janvier 2022 la revue sectorielle du plan sectoriel de l'éducation PSE. Et ce sera tout pour les 2 dernières rubriques de cette émission. Le travail continue pour que la semaine prochaine, on puisse vous proposer encore une autre thématique d'éducation. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Bye.